questo. So enter is this. Abbiamo qualche problema organizzativo. Nous avons quelques problèmes d'organisation avec les traductions. On va le voir tout de suite. Elle n'arrive pas à rester loin, même sur une table. Elles se sont déjà plaintes pour cette distance. Nos invités d'aujourd'hui, Madame Alissa Eshet, israélienne, et Madame Gadir Hani, palestinienne. Je vous demande un applaudissement pour les accueillir. Je vous invite aussi à accueillir l'évêque auxiliaire de Sarajevo, une ville qu'on tient à cœur depuis des années, Monseigneur Pero Sudar. Je vous disais que ce bracelet bleu est le bracelet de Women Wage Peace, un gadget qui est très demandé, donc il faut aller le chercher avant qu'il puisse être commercialisé. Il est le symbole de ce mouvement, de cette association que nos invités d'aujourd'hui vont nous présenter aujourd'hui. Nous avions rencontré d'autres personnes de ce mouvement il y a quelques mois à Israël et c'était tout de suite une amitié. C'est pour cela qu'on les a invités au meeting aujourd'hui. Si nous vivons dans un monde où il y a beaucoup de murs, dans des contextes où tout est difficile, où tout provoque des tensions, où tout est parsemé des difficultés. Comment nous pouvons vivre dans ce contexte? Beaucoup de choses ont été déjà dites par Monseigneur Pizzaballa. On doit vivre dans cette situation, on est forcé de vivre dans cette situation où on peut travailler et lutter pour la vie. On doit juste attendre que tout passe ou on peut découvrir une mission possible qui peut dépasser ces murs, qui mette au cœur la vie et qui puisse ouvrir des parcours et des chemins nouveaux. Voilà le but, le sens de cette occasion qui nous amène deux histoires de monde très difficiles et complexes, celui d'Israël et la Palestine et celui de la Bosnie. Comme vous savez, je anime le débat de manière très simple parce que je veux vraiment qu'on écoute les histoires d'aujourd'hui qui sont très intéressantes et très importantes. Cette conférence est un peu complexe. On aura différents moments. Si Alice elle est prête. Je suis désolée, je ne parle pas italien. Nous avons demandé à nos invités de nous raconter cette expérience, l'expérience de ce mouvement Women Wage Peace, qui est une réalité très intéressante, très importante en Israël et qui, comme vous allez entendre, arrive à dépasser des murs qui pour nous sont infranchissables. Donc bienvenue encore Alissa et je vous en prie, vous pouvez commencer votre allocution. Thank you very much. Merci beaucoup. Pour commencer, je désire remercier Emilia Guarnieri, la directrice du meeting, pour nous avoir invités à cet événement.
Nous sommes extrêmement honorés d'être présents ici. Merci beaucoup. Je vais maintenant vous parler de notre mouvement. I'm a little nervous and excited about all of you. Excusez-moi, je suis un peu agitée. Pardonnez-moi. Je vais être un peu lente, mais je suis un peu agitée. Notre objectif est la paix, et donc il faut être très patient. Qu'est-ce que notre mouvement donc, Women Wage Peace? Nous sommes un mouvement de femmes. Un mouvement de femmes qui compte plus de 20 000 femmes en Israël. Donc nous sommes un mouvement israélien avec toute une série de femmes, différentes catégories de femmes, chrétiennes, juives, du centre, de l'Est et de l'Ouest d'Israël. Nous sommes toutes ensemble et ensemble nous essayons de former un nouveau langage et de nouvelles formes de paix. Notre objectif est de rassembler des femmes et des hommes aussi, parce que dans notre mouvement, il y a 80% de femmes, mais il y a aussi 20% d'hommes. Le seul changement, la seule différence, c'est que ce sont les femmes qui commandent. Les hommes sont présents, mais nous sommes tous ensemble. Donc, nous tentons de trouver un nouveau langage. Nous savons qu'il y a des difficultés des différents côtés. Mais la seule solution pour nous, c'est de s'asseoir ensemble, de parler des problèmes et de les résoudre sans violence, sans armes. Nous sommes tous des êtres humains. Nous pensons tous et nous devons résoudre les choses de manière intelligente. On ne peut pas être d'accord sur tout, bien sûr, mais nous avons besoin d'un nouveau langage de paix. Ça suffit le terrorisme, ça suffit la lutte. Il faut parler ensemble. L'un de nos objectifs, donc, il y a 20-30 000 femmes dans le mouvement, comme je le disais actuellement, et notre objectif est d'arriver à quelques millions de personnes dans notre mouvement, pour pouvoir former un lobby, faire pression et dire nous voulons la paix et vous les politiques, vous devez le faire parce que nous sommes votre électorat et donc nous pouvons les convaincre de s'asseoir à la table des négociations. Nous sommes un mouvement qu'on appelle Women Wage Peace et les femmes sont un élément fondamental. Dans les négociations, souvent, les femmes ne sont pas impliquées. Mais nous insistons pour que les femmes israéliennes et palestiniennes puissent s'asseoir à la table des négociations, qu'elles puissent participer aux négociations pour promouvoir ce nouveau langage. Parce que nous, les femmes, nous voyons les choses un peu différemment des hommes. Nous avons une tête un peu différente. Et donc, nous pouvons faire la différence. Nous pouvons vraiment changer les choses pour accéder à la paix. Donc, concrètement, qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous faisons vraiment de pragmatique? Alors, pour commencer, il y a beaucoup de choses que nous faisons à l'intérieur des communautés. Comme vous le savez, parfois, on pense avoir un ennemi. On pense que c'est un ennemi parce qu'on ne le connaît pas. Mais lorsqu'on le connaît, lorsqu'on apprend à le connaître, à connaître cette personne, on comprend que c'est un être humain comme nous. Donc pourquoi lutter? Ça, c'est une des choses que nous faisons. Nous réunissons les femmes et nous travaillons ensemble pour tenter d'abattre ces murs qu'il y a entre nous. Bien entendu, nous formons
nous constituons un nombre de femmes de plus en plus nombreux, ce qui permet de participer à la table des négociations, participer au processus de décision en Israël. Actuellement, notre mouvement siège également au Parlement, dans la mesure où c'est une association qui est un lobby à l'intérieur du Parlement, et donc nous participons aux discussions. Et ça, pour nous, c'est quelque chose de nouveau. Vous le savez, il y a la résolution 1325 de l'ONU qui a été promulguée en 2000 par les Nations Unies et qui stipule que les femmes doivent faire partie intégrante du processus de négociation. Et si vous considérez les succès de paix qu'il y a eu dans le monde, elles sont dues à la présence des femmes autour de la table des négociations. Les femmes sont capables d'abattre des murs. Donc, ensemble, on peut atteindre la paix. Ici, sur la photo, vous voyez l'un des événements que nous avons réalisés. Donc, le mouvement a été fondé en 2014, après une guerre. Donc, vous voyez ici beaucoup de femmes qui sont réunies et qui disent « oui, maintenant nous commençons le changement ». Voilà une marche que nous avons réalisée de Jéricho à Jérusalem. Et ici, vous voyez plus de 20 000 femmes réunies, des femmes chrétiennes, juives, musulmanes. 1000 femmes palestiniennes sont venues de la Cisjordanie pour participer à cette marche, ce qui n'était jamais arrivé avant. Et nous avons eu également le soutien d'Abou Mazen, qui a envoyé, par exemple, beaucoup de femmes pour participer à ce mouvement, environ 50 femmes. Voilà, regardez cette photo. Sur cette photo, on dirait une sorte d'exode, mais c'est un exode de paix au Moyen-Orient. Qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Quel est notre prochain événement? En octobre, je vous invite tous à venir en Israël en octobre. Nous allons faire le voyage de la paix. Et encore une fois, nous allons être tous ensemble. Et nous allons faire un autre pas en direction de la paix. Merci beaucoup pour votre attention. Et croyez-moi, tôt ou tard, nous arriverons à la paix. Voilà, nous avons entendu l'énergie avec laquelle, la force avec laquelle se fait ce travail en faveur d'un nouveau langage de paix, comme le disait Alice. Je donne maintenant la parole à Gadir Hani, qui fait partie elle aussi de ce mouvement Women Wage Peace et qui vient de Palestine. C'est une ville arabo-israélienne. Elle va nous raconter sa part d'engagement dans ce mouvement. Merci encore, Gadir, d'être avec nous. On attend la traduction de l'arabe à l'italien. Quand on est prêt, on peut commencer. Bienvenue à tous, je vais parler en arabe. Je m'appelle Gadir Hani. Je suis de Saint-Jean d'Acre, une ville mixte qui est caractérisée parce qu'elle est une ville très ancienne avec des monuments historiques et parce qu'il y a une coexistence d'Arabes et des Juifs. Pendant 18 ans, je travaille dans la région de Negev, dans les Arabes
arabes et bédouins. Je travaille dans le développement économique et je suis bénévole dans des organisations et des associations qui veulent renforcer la femme pour la faire lutter pour une implication majeure des femmes. J'ai adhéré au mouvement Women Wage Peace il y a 2 ans. Nous avons adhéré à ce mouvement après la guerre de Gaza et j'ai vu combien de femmes sont intéressées à changer la situation pour qu'on puisse mettre fin à ces guerres, à ces conflits. Parce que tout ce qui se passe est une perte pour les deux côtés. En tant que femme palestinienne qui vit dans un État israélien, et vu que j'ai de la famille de l'autre côté, j'avais vraiment envie de jouer mon rôle à travers ce mouvement. Je pourrais être capable de faire des changements, de changer quelque chose. Je fais partie de ce mouvement parce que je crois que la situation peut changer et parce que je crois que vu que je habitais dans une ville mixte, je sais l'importance d'une vie ensemble et donc je pense qu'on peut vivre ensemble sans un lien avec le conflit. On peut dialoguer et vivre ensemble. Je me suis déplacée il y a 18 ans. À cette époque, je suis allée habiter à Beersheva. Je travaillais dans un village arabe en 2000, quand il y avait la deuxième intifada. La situation était très complexe. J'étais parmi des juifs, mais je travaillais avec des arabes. Et je n'avais pas une relation que j'avais toujours eue. J'avais besoin d'un rapport que j'avais eu avec mes voisins quand j'étais dans ma ville natale. Donc j'avais ce préjugé par rapport aux interactions dans cette région où il y a une économie, une réalité complexe, où cette interaction manquait. Il existait des préjugés, des lieux communs des deux côtés. Et pendant l'intifada, dans cette situation complexe, je me sentais très mal parce que j'étais habituée à une vie différente. J'étais habituée à avoir des liens d'amitié avec mon voisin. Et je voyais comment il se comportait avec une personne différente de lui. Pendant le Ramadan, on faisait la rupture du jeûne ensemble. On avait un voisin chrétien et pendant les vacances de Noël, on faisait des économies pour décorer les sapins de Noël ensemble. Donc cet aspect de la vie manquait à Negev. J'ai rencontré une femme qui est devenue mon chef au travail. On essayait de promouvoir des réunions entre femmes juives et arabes et on cherchait d'acquérir des éléments communs, de comprendre quels sont les éléments communs des religions et les utiliser pour démontrer comment on est proche. Étant donné la nature de mon travail, cet aspect n'a pas pu progresser. Alors j'ai commencé à travailler dans une organisation arabe et israélienne pour promouvoir les rapports entre les deux parties. Et pendant la guerre, on est arrivé à un point très difficile où c'était impossible de réagir, de maintenir de relations. Donc on a réalisé un workshop pour essayer de dépasser ce moment de bloc.
J'ai fait partie des associations des organisations qui étaient intéressées au rapport entre Arabes et Israéliens. Je suis allée dans des écoles où il y avait des Arabes et des Juifs ensemble. On a organisé des rencontres religieuses où différents participants de différentes religions ont participé et on a compris combien on était proches. Aujourd'hui, dans le mouvement, je travaille avec les femmes arabes dans la zone de Negev, des femmes qui, dans le passé, n'avaient jamais eu des possibilités pour se rencontrer avec des femmes d'autres religions. Et j'ai compris que le changement est graduel et progressif. Les femmes ont la disponibilité à ce changement. Parce que il y a des villes juives et des villes arabes, mais il existe les interactions sont limitées, sont faibles. On échange juste que quelques mots, mais il y a l'intérêt à connaître les autres femmes. On a commencé à organiser ces rencontres et aujourd'hui, pour les femmes qui ont de la famille à Gaza où beaucoup de personnes sont mortes, les femmes ont vraiment beaucoup d'intérêt à participer à ce mouvement parce que ils savent que ils peuvent participer à l'avenir d'elles-mêmes et de leurs enfants, de leur famille. Ils ont compris leurs responsabilités par rapport à l'éducation de leurs enfants pour lui apprendre l'importance de la paix sans regarder à la religion. Comme nous voyons dans les médias sociaux, dans la presse, nous voyons comment le monde s'approche au fanatisme. Tout ce qui se passe dans le nom de la religion ne peut pas être accepté. Nous avons une autre réponse. Nous sommes capables de dialoguer avec la partie palestinienne en Cisjordanie. Et quand ils nous voient ensemble avec nos sœurs juives, ils nous voient travailler pour quelque chose de commun. Petit à petit, ils commencent à participer à nos mouvements et le changement dans le monde arabe advient. La communauté arabe est un peu fermée. La femme ne peut pas prendre une décision toute seule. Mais en essayant de amener les changements progressivement, nous comprenons que tout le monde doit collaborer. Les Arabes, les Juifs, les musulmans, les Druzes, toutes les parties, tous les courants politiques doivent collaborer pour créer la paix qui peut garantir un avenir sûr pour tout le monde. Video number 2. Video number 2. Mi dico Les femmes me commandent d'envoyer la vidéo numéro 2. Thank you very much. Merci beaucoup. Vous avez vu des images de notre mouvement
des femmes toutes ensemble. Vraiment, si vous marchiez avec eux, vous sentiriez la force, surtout la force du message qui est qu'il n'y a pas d'autre solution que la paix. Maintenant, j'aimerais vous raconter quelque chose sur moi. Comment moi j'ai adhéré à ce mouvement. J'ai grandi dans une petite ville qui s'appelle Ashdod, dans une communauté du sud d'Israël, sur la Méditerranée. Je suis l'aînée de 4 enfants. Mes parents étaient des immigrés en Israël. Ma mère est née au Maroc et mon père en Inde. Donc comme vous pouvez le comprendre, Israël rassemble de très nombreuses personnes. J'ai grandi dans une société patriarcale pour laquelle les femmes doivent rester à la maison, ne pas recevoir d'instructions, se trouver un mari, faire des enfants et les élever. Une culture dans laquelle les hommes dominent. Et déjà, quand j'étais petite, je me souviens que je refusais ce type de modèle. Et je pensais, déjà à cette époque, que le monde ne pouvait pas avancer comme cela, que les femmes faisaient partie de la communauté et qu'elles avaient le devoir de changer les choses. Et j'ai donc pu recevoir une instruction, j'ai eu des diplômes et j'ai commencé à voyager avec mon sac à dos sur les épaules. Ça, pour moi, c'était les nouvelles femmes. Et le plus important, c'est que j'ai enseigné à ma fille que les femmes peuvent guider, peuvent diriger, elles peuvent réaliser des changements dans le monde. Actuellement, je dirige une organisation qui s'appelle WIZO, qui essaye d'aider les enfants et les femmes, en particulier dans les cas de mauvais traitements, de problèmes économiques et de violence. Je considère que tout être humain a le droit de vivre une vie libre et digne, peu importe qui il est et quelle histoire il a. Merci. Donc, sans vraiment savoir ce que je faisais, je crois que ça a été mon premier lien avec le futur mouvement de paix des femmes. Je l'avais au fond déjà en moi, dans mon esprit, quand j'étais enfant. Je suis née dans un pays qui est malheureusement marqué par la guerre tous les jours. Pour moi, il est clair qu'en Israël, c'est normal, à 18 ans, d'aller dans l'armée. Moi, j'ai été dans l'armée, ma fille aussi a fait son service militaire. Mais ça doit cesser, ça ne peut plus être comme cela. Tout cela, donc en tant que mère, cela m'a fait réunir 500 femmes qui ont fait naître le mouvement Women Wage Peace. Comme je le disais tout à l'heure, nous sommes composés à 80% de femmes et à 20% d'hommes, mais nous sommes tous égaux, nous faisons tout ensemble. Mais bien entendu, ce sont nous, les femmes, qui sommes responsables de la gestion. Mais qu'est-ce qu'il y a de spécial dans ce mouvement? Bon, c'est surtout un mouvement de femmes. Et surtout, il rassemble une grande variété, une grande diversité de femmes. Je ne crois pas qu'en Israël et dans le monde, il y ait un autre mouvement qui rassemble autant de femmes différentes, toutes ensemble. Donc vraiment, nous rassemblons dans notre mouvement des femmes de droite, de gauche, sur le plan politique. Donc vraiment, il faudrait faire un brevet de notre modèle d'association. Bien, je ne sais pas qui d'entre vous est déjà allé en Israël, mais ceux qui y sont allés savent qu'il est très difficile de réunir les personnes. Chacun a ses idées. Notre mouvement, en ce sens, a été très innovant.
Mais il reste encore beaucoup à faire. Rien n'est facile. Mais c'est justement pour cela que nous disons que si les femmes parviennent enfin à accéder au centre de décision, aux salles de négociation, la paix se fera. Et laissez-moi dire que je ne dis pas qu'elle se fera, je dis déjà qu'elle se fait dans notre mouvement. Moi-même et ma collègue Gadir, nous sommes des amis très très proches, des amis sincères, même si nous pensons différemment. Pour nous, l'accord et la paix sont entre nos mains. Mais qu'est-ce qui nous a poussés à nous unir dans ce mouvement? En 2014, 3 jeunes Israéliens ont été enlevés et ont été tués. Et à partir de cette guerre, il y a eu un moment dramatique. Le 26 août, il y a eu le cessez-le-feu. Et ma fille, à ce moment-là, servait dans l'armée. Et je me rappelle qu'elle était dans la bande de Gaza et je n'arrivais pas à dormir la nuit. Alors, à un moment donné, j'ai dit, ça suffit, je n'en peux plus en tant que femme, en tant que mère, en tant que citoyenne de mon pays. Il faut que je fasse quelque chose pour changer la situation. Il faut que tout cela ait une fin. Nous ne pouvons pas envoyer nos enfants en guerre. Donc le moment était venu de tenter de faire quelque chose pour réussir à faire pression pour obtenir un accord politique. Et donc nous rassemblons de plus en plus de femmes pour faire pression sur notre gouvernement, peu importe que ce soit un gouvernement de droite ou de gauche. Comme je le disais tout à l'heure, nous voulons arriver à 7 ou 8 millions de femmes et nous allons y arriver, croyez-moi. Et ils ne pourront plus nous ignorer. Il faudra écouter notre opinion. I should say, we don't make the rules. We are not. Donc nous n'en voulons pas imposer des règles ou dire ce qu'il faut faire ou comment changer ou changer telle zone. Nous ne cherchons pas à dire qui a tort ou qui a raison. Nous voulons tout simplement construire un avenir, regarder l'avenir. Donc, s'il vous plaît, nous avons besoin d'un accord politique qui implique les deux parties. Et vraiment, nous lançons constamment des appels en ce sens. Je veux maintenant conclure en disant que je suis prête pour la paix. Je suis prête pour la paix. Merci. Video number 3. La conclusione di questo. La conclusion de cette partie de la rencontre se fait avec la vidéo numéro 3. Êtes-vous prêts? مستعدة. أنا مقنعة. أنا مستعدة. وأنا مستعدة للسلام. أنا مستعدة. وهذه هي. أنت مقنعة؟ Bene, grazie perché abbiamo. Merci beaucoup. Parce que nous avons vu quelque chose d'inédit, un nouveau langage de la paix qui commence comme cela, avec deux personnes qui, tout d'abord, ont traversé eux-mêmes le mur. Nous allons maintenant écouter Pero Souda, l'évêque de Sarajevo, une ville pour laquelle on a tous pleuré. Et
dans les années 80 et aujourd'hui, nous voulons savoir comment ce processus a continué, qu'est-ce qui se passe, quels sont les murs qui existent et quel est le travail de Monseigneur Sudar. Je les remercie d'être ici avec nous. Il a fait le séminaire à Dubrovnik et depuis 1993, il est évêque auxiliaire de Sarajevo. Il va nous parler en italien, comme ça ce sera plus simple pour tous de l'entendre. Merci, Son Excellence. Bonjour à tous. C'est difficile de parler après ces deux femmes. Après tout ce qu'elles nous ont raconté et présenté. Il s'agit d'une vie quotidienne qui compte. Ce que je vais vous dire, c'est un peu de la théorie. Mais cela est nécessaire aussi. Donc je remercie beaucoup la professeure Guarnieri qui m'a invité à participer à ce grand événement de culture et d'engagement pour la promotion de l'humain. Je salue chaleureusement l'évêque Francesco, l'évêque de l'église de Rimini et tous les autres évêques, mais aussi vous tous. Et j'exprime mon estime pour vous et pour votre contribution dans la perspective d'un monde meilleur. Ma présentation s'articule en 3 parties. Le sujet du meeting de cette année focalise, mettre au centre 2 idées principales, la paix et la vie ensemble. Souligne aussi qu'il y a des lieux et des circonstances où ces 2 idées semblent impossibles. Je crois en revanche que tout soit possible pour tous ceux qui veulent être disponibles à se servir de façon correcte de la raison. Donc la paix et la vie ensemble devraient être possibles pour tout un chacun et partout. Je voudrais tout de suite souligner ma conviction que la paix et la vie ensemble dans le monde aujourd'hui sont 2 réalités liées entre elles, de sorte que l'un sans l'autre ne peut pas exister. Si la paix reste idéale et un désir inatteignable, cela signifie que l'homme se trompe s'il pense qu'elle puisse exister, que la paix puisse exister sans la disponibilité à promouvoir la vie ensemble. Il faut nous rappeler que vie ensemble signifie une vie de paix entre des personnes différentes, fondée sur la disponibilité mutuelle à s'accepter, à estimer pour ce que l'autre croit et dit d'être. Accepter l'autre présuppose le fait de protéger tous ses droits. La longue histoire des guerres en Europe et la brève histoire de paix, les 50 dernières années, confirment ce que j'ai dit. On pourrait réfléchir beaucoup, mais il suffit de rappeler que toutes les guerres, à leur origine, avaient la tentation dangereuse de nier et anéantir la liberté de l'autre, tandis que la paix se nourrit du respect des diversités. Il suffit de rappeler
que la négation des diversités était à la base des idéologies du nazisme, du fascisme et du communisme. Les événements d'aujourd'hui, de cette époque, mettent à dure épreuve notre capacité d'accepter et de respecter les différences dont nos sociétés sont composées. Dans le contexte du meeting, en tant que citoyens européens, il faut dire que nous sommes l'héritier de longues et horribles guerres et d'une paix faible, frêle. L'avenir de nos générations dépend de ce que nous sommes à même de reconquérir aujourd'hui. La paix est un don reçu seulement par ceux qui sont disponibles à l'accepter. Chaque génération a dû accepter et donc payer le prix de la paix. Je crois que le respect de l'autre en tant que condition d'une vie ensemble de paix est le prix à payer aujourd'hui. Cela consiste dans l'usage, dans l'utilisation de la raison, qui nous dit que toute personne a une valeur suprême et en tant que créature de la création de Dieu, a le droit d'être respectée. Parce que seulement dans cette façon, elle peut se sentir libre. La deuxième partie est qu'est-ce que la vie ensemble? On sait qu'il existe un conflit entre identité et altérité, qui compromet toujours plus l'avenir de la paix et de l'humanité. L'individu, la personne a une identité propre qui la distingue des autres. L'identité est un sentiment d'appartenance, mais c'est aussi l'ensemble des réalités avec laquelle la personne s'identifie et des valeurs pour lesquelles elle se reconnaît elle-même et elle reconnaît sa dignité humaine. Mais ce n'est que grâce aux autres que la personne fait l'expérience d'elle-même et de sa propre identité. On arrive donc à comprendre comment l'identité se reçoit des autres et se remet, se donne aux autres. L'altérité est donc quelque chose qui définit l'être humain d'une manière pratiquement absolue. En effet, si on la considère dans le contexte anthropologique ou théologique, l'autre est un point de départ et d'arrivée de l'existence humaine. Sans l'autre, aucun homme ne pourrait pas même naître. Une fois naître, l'homme sans les autres ne serait pas capable de se percevoir, ni de se développer et de se réaliser en tant qu'homme. Il ne faut pas beaucoup d'analyse pour se rendre compte que la présentation commune de toute la thématique de l'altérité apparaît schizophrène, en quelque sorte. D'un côté, il est plus qu'évident que l'homme, pour être homme, au milieu des autres, doit être au milieu des autres différents de lui, avec lesquels il constitue la citoyenneté. Et de façon analogue, l'ensemble des communautés et des citoyennetés s'appuient nécessairement sur les autres communautés et les autres cités. Aujourd'hui plus que jamais, il semble que l'identité et l'altérité sont les deux pôles de la même réalité éminemment humaine. L'inclination innée ou même la nécessité de jouir de sa propre identité postule de la reconnaître
la même chose pour toute autre personne, de le reconnaître pour tous. Cela n'est possible que dans le contexte d'une multi-citoyenneté composée de différences. Pourquoi alors et comment est-il possible que l'autre et l'altérité soient si souvent présentés et compris comme une menace? Je pense que là encore, la logique et le syllogisme nous rient en face. Je crains que quiconque ne veut pas être victime d'un danger, de ce danger, doit avoir le courage de repérer ailleurs les véritables raisons des tensions entre identité et altérité. Autrement dit, entre les hommes, les cultures, les nations et les civilisations. Je suis de plus en plus convaincue qu'une présentation négative des différences, de la diversité dans le monde sert de masque pour les anciennes divisions guidées par l'intérêt dans le monde. La véritable raison réside dans la tendance à garder en vie un système mondial bouleversant qui permet de faire vivre ensemble entre ceux qui meurent parce qu'ils mangent trop et ceux qui meurent parce qu'ils ne mangent pas assez. Entre ceux qui ont tout et ceux qui n'ont rien. Et qui doivent être informés de la raison pour laquelle ils sont pauvres, à cause de qui ils sont pauvres. Le problème fondamental de notre monde est l'égoïsme exagéré qui est pratiqué sous les différentes formes d'injustice, de discrimination et de mensonges. C'est pourquoi, ce n'est pas seulement à cause de la pauvreté, la réalité que nous vivons est trop amère et dangereuse pour pouvoir se soigner par la justice et la vérité dosée. Deuxième point, l'identité, pierre d'achoppement. Je présente ici un petit exemple emblématique. Certains centres de pouvoir pendant la guerre tentaient de démontrer que la guerre en Bosnie-Herzégovine était la conséquence de l'indisponibilité et de l'incapacité des différents peuples à vivre ensemble. L'Église catholique a ouvert les écoles interethniques, des écoles interethniques comme signe de son opposition à une idéologie totalement inhumaine, parce qu'elle était orientée vers l'intolérance et la division ethnique et religieuse forcée. Par ces écoles, on voulait encourager et éduquer le vivre ensemble pacifique. Il est très significatif que ces écoles soient contestées à la fois par par les opposants de chez nous, mais aussi par les soutiens internationaux de la multi-identité de l'État de Bosnie-Herzégovine. Pour les premiers, cela n'allait pas que ces écoles soient fréquentées par des élèves de différentes nations et religions, parce que, selon eux, on offusquait ainsi leur identité ethnico-nationale. Les partisans de la multicitoyenneté reprochaient à nos écoles, quant à eux, d'encourager les différentes identités de nos étudiants, de nos élèves. Cette double approche opposée au concept des écoles catholiques en Europe démontre que la question de la multi-ethnicité a besoin d'être éclairée et comprendre également d'un point de vue de la connaissance. Troisième point,
une cohabitation pacifique. Cela ne fait pas doute que la question la plus actuelle du monde d'aujourd'hui est de savoir si et comment il est possible de faire vivre ensemble des hommes qui appartiennent à différents peuples, différentes cultures et différentes religions. Comment faudrait-il organiser et structurer la société? Sur quelles valeurs se fonde la citoyenneté pour permettre et garantir les conditions d'une cohabitation pacifique et prospère? Est-il possible et comment peut-on construire un monde dans lequel cohabitent de façon pacifique les différentes identités nationales et ethniques légitimes? L'actualité, pour ne pas dire le drame de cette question, ne peut se réduire simplement aux sociétés traditionnellement composées de différents peuples, cultures et régions ou aux zones de frontières, mais cela vaut toujours plus pour l'ensemble du monde. Je pense que la diversité du genre humain et la cohabitation ne sont pas un problème réel. Autrement dit, elles ne naissent pas nécessairement de la nature humaine ou de la conduite des personnes communes. L'homme même, comme on l'a évoqué, par nature est un être social. Il vient de l'autre, il cherche de l'autre parce que seul il ne peut pas et il ne veut pas vivre. Et il est tout aussi évident que l'homme d'aujourd'hui a besoin d'être aidé et éduqué à devenir conscient de cette vérité pour pouvoir la vivre dans ses rapports avec les autres, dans la mesure où cela seul permettra qu'il puisse devenir promoteur d'une société pacifique. Le point fondamental de départ, mais aussi d'arrivée dans cet engagement éducatif, devrait être la conscience et l'expérience que l'altérité et la diversité ne sont pas destinées à une confrontation qui appauvrit, mais à une rencontre qui enrichit. Il faut malheureusement faire cette leçon dans une langue simple, raisonnable, mais convaincante pour tous, puisque nous sommes malheureusement pleinement plongés dans la logique de l'égoïsme, en particulier nous occidentaux. Le nouveau ethos de la cohabitation pacifique ne peut pas être atteint en excluant et en sous-estimant le fait que l'homme, qui est un être social, est aussi un être égoïste. Il faut donc, en élargissant les espaces de rationalité, convaincre les riches, les puissants et surtout les pré-puissants que la solidarité sont aussi leur intérêt vital, parce que cela seul permettra d'enlever les arguments à ceux qui sont prêts à faire prendre les armes aux puissants avec la rage des discriminés et des pauvres. Cela semble un véritable paradoxe que l'égoïsme même postule d'abandonner la culture de l'égoïsme à outrance, qui pousse dans le monde vers un point où il ne parviendra pas à exister vraiment. Les avertissements sévères qui nous proviennent de nombreux contextes qui annoncent que le futur des puissants et des faibles, des trop nourris et des affamés, des libres et de ceux à qui on impose une liberté génétiquement modifiée, se trouve dans le même bateau, dans une mer actuellement trop agitée. Outre à cette menace, est en danger,
À cause de guerres et de pauvreté, meurent des centaines de milliers d'innocents. La question reste ouverte. Qui serait disponible à apprendre une leçon de ce genre et avec qui peut-on parier pour un monde plus juste, solidaire et libre? Dieu a sauvé le monde par l'homme et il continue à le sauver à travers les hommes qui ne se rendent pas face aux idéaux qui semblent impossibles. L'histoire humaine enseigne que les meilleures idées produisent le fruit de la réalité uniquement si et quand elles sont soutenues par le sacrifice et sauvées par leurs auteurs. Dans la perspective de la théologie de la rédemption, il faudrait accueillir le fait que l'homme et l'humanité doivent faire entrer dans la rédemption leurs meilleures idées, comme Dieu lui-même devait sauver sa meilleure idée, c'est-à-dire l'homme. Sauver, il faut donc espérer et travailler pour que Dieu trouve suffisamment de collaborateurs parmi les hommes qui proviennent de toutes les nations, de toutes les cultures et de toutes les religions pour pouvoir offrir une nouvelle perspective à son humanité tant aimée. La citoyenneté peut fonctionner dans la mesure où elle est multiethnique, multiculturelle et multireligieuse si l'ensemble de l'humanité apprend à accepter, respecter et apprécier l'homme comme valeur suprême et centrale, les libertés, vérité, justice et solidarité, et non seulement le droit à l'égalité, mais aussi le droit aux différences. Il semble que dans le domaine des multiréalités, ce droit vérifie ou dément l'authenticité et la crédibilité de tous les autres droits. La situation mondiale atteste que le gouvernement global n'est pas en mesure de créer un climat adapté pour une multi-citoyenneté. Il faut un engagement fort, commun, du monde du savoir, de la culture, des ONG et surtout des religions. J'ose soutenir que les personnes communes, protégées des idéologies abusives, seraient capables de promouvoir les valeurs de la multicitoyenneté. Mais les gens ont besoin d'être libérés de la peur, éduqués et encouragés par toutes les autorités religieuses en premier lieu. Je suis convaincue que la promotion de la multicitoyenneté est aujourd'hui le service à la paix par excellence, à la promotion de la dignité humaine, au progrès de l'ensemble de l'humanité. L'authenticité et la crédibilité des religions elles-mêmes est en jeu. Si, selon le livre de l'Apocalypse, le règne même des cieux est composé, comme on le dit, d'une multitude immense de toutes nations, races, peuples et langues, alors le message chrétien ne peut pas ne pas tenir compte de la cohabitation dans un monde où elle devient de plus en plus la condition de sa propre survie. Comme je me trouve dans la ville assiégée de Sarajevo par des gens contaminés par la haine, j'ai aperçu clairement que la cohabitation sous la forme de la multicitoyenneté ne sera possible que si l'on trouve la manière et le courage d'éduquer les nouvelles générations de façon à les aider à connaître leur propre identité et à reconnaître et accepter celle des autres. Voilà pourquoi nos écoles catholiques ont été conçues comme multiethniques, multiculturelles et multireligieuses. Et en même temps, leur programme scolaire insiste sur la valeur positive de l'identité
ethnico-nationale de chacun des élèves et sur son affection pour la patrie commune. La preuve que malgré les injustices historiques et les grands crimes de la dernière guerre, il y a encore un pays où une personne simple se suicide après avoir vu le massacre de ses voisins, un massacre vu dans des conditions de guerre par ses propres connationaux. Avant de se suicider, sur un morceau de papier, il avait écrit de manière simple, parce que nos gens sont simples, qu'il ne pouvait plus vivre parce qu'il n'avait plus personne avec qui partager le café. Pour être clair, dans ce village, tous les membres de sa nation et de sa religion sont restés comme avant la guerre. Donc, il n'était pas seul, mais ce qui lui manquait, c'était l'humanité, c'est-à-dire un sentiment humain authentique. Voilà pourquoi je considère que c'est un crime contre l'humanité, que la communauté internationale elle-même, c'est-à-dire les États-Unis, les Nations Unies, avec l'excuse d'imposer la paix dans nos pays, mais de fait, pour conserver ses propres intérêts, ont imposé un système politique par lequel elle a condamné à mort la possibilité même de coexister de façon pacifique en Bosnie-Herzégovine, lieu exemplaire de rencontres de peuples, cultures et religions, non seulement en Europe, qui n'existe pas seulement en Europe. Pour conclure, malgré, ou peut-être justement à cause du fait qu'il y a de nombreuses personnes qui soutiennent que la citoyenneté multiethnique est une utopie et que certains cercles de grands intellectuels prophétisent une nouvelle bataille de l'épante, je pense que c'est un devoir humain pour démasquer les forces et les alliances qui s'efforcent, conscients ou non du danger, de se servir de la diversité du monde pour imposer les oppositions et les affrontements. Une caractéristique de l'homme croyant est aussi celle de préférer s'impliquer dans un projet humain et pacifique, même lorsqu'il est sûr de son échec, au lieu de rechercher un monde inhumain auquel le succès serait garanti. La citoyenneté multiethnique ne peut pas être une illusion condamnée à l'échec. Ce doit être une occasion, un projet à réaliser. Mon pays était un exemple du fait que la vie, même la vie la plus dure, est capable de créer elle-même la multicitoyenneté comme fruit d'un désir indestructible de l'homme de vivre pour survivre et de survivre pour vivre. Cela peut sembler un jeu de mots, mais cela ne l'est pas. Mais c'est un enjeu de la vie. La logique et l'honnêteté intellectuelle nous obligent à considérer la diversité dans la forme de la multicitoyenneté comme une valeur en soi. En effet, si l'homme en tant qu'individu doit être reconnu non seulement comme valeur, mais comme, je cite, sommet de l'échelle des valeurs terrestres, c'est le cardinal Martini qui parle, la diversité elle-même est une valeur, justement parce que l'homme est le seul auteur de la réalité ethnique et multiethnique. Ces deux réalités existent pour le bien de la personne et de sa rencontre pacifique et prospère avec les autres. Ce syllogisme vaut également pour la rencontre des différentes nations, cultures et religions. Par conséquent,
la citoyenneté multiethnique ne peut pas être opposée aux droits fondamentaux de la personne ou inversement. Bien au contraire, la sauvegarde des droits fondamentaux de la personne, des droits nationaux, culturels et religieux, postule une société multiculturelle comme seule forme dans laquelle on puisse faire vivre et fonctionner la complexité et la richesse de la vie humaine. En effet, la multicitoyenneté devient une richesse si et quand les différentes identités sont considérées comme des valeurs. L'harmonie de ces deux réalités est la seule condition pour garantir la paix et la cohabitation dans le monde d'aujourd'hui. Je conclus en citant les paroles prononcées à la fin de la remise des diplômes de cette année par le meilleur élève de la génération de notre école à Tuzla. Je souligne qu'il s'agit d'un jeune qui a grandi dans une famille musulmane pratiquante. D'ailleurs, il a dit, je cite, « Il y a 4 ans, je courais le danger de faire une grande erreur que beaucoup de jeunes de cette ville commettent, c'est-à-dire de ne pas m'inscrire dans cette école. Au cours de ces 4 années, j'ai été exposée à bien des idées radicales. Mais ce qui l'a emporté, c'est l'idée que dans chaque homme, il y a quelque chose qui mérite l'attention et le respect et que, avant de porter un jugement sur les autres, il faut se mettre à sa place. Au cours de ces 4 dernières années, qui ont été les plus belles de ma vie, l'exemple des professeurs, encore plus que leurs paroles, m'ont transmis les valeurs qui sont devenues une partie de moi-même. Voilà pourquoi je n'oublierai pas et je ne trahirai pas mes racines qui sont dans cette école. Fin de citation et fin de cette belle langue italienne. Abbiamo qualche breve minuto, brevissimo, prima di avviare. On a encore quelques minutes avant de terminer cette rencontre. Gadir m'a demandé de dire quelque chose à l'évêque Sudar. Merci pour votre allocution, Son Excellence. Je commence par le dernier point de votre intervention. C'est très important de parler de l'idée de l'autre dans notre vie. On a entendu, j'ai participé à une conférence avec 3 personnes de 3 religions à Florence. C'est facile de prêcher, mais il faut traduire nos paroles dans des actes concrets. Chacun de nous a beaucoup d'identités. Moi, je suis arabe, musulmane, palestinienne, femme. Je fais partie d'une minorité. Voilà toutes mes identités. Mais où mes identités se rencontrent avec 2 autres identités. Voilà l'opportunité pour chercher des valeurs communes. Les diversités, nous les trouvons déjà dans nos maisons, dans ma famille, dans ma maison. On a des orientations politiques différentes et cela est normal. Mais il est important d'empêcher que cela soit un obstacle à la collaboration. Donc, je ne dois pas chercher ce que me fait dire que tu es un ennemi. Et c'est la base de nos mouvements. Mon orientation politique m'appartient, mais je l'ai laissée dans mon pays. Ici, j'exprime l'orientation de mon mouvement.
nous sommes tous similaires. Moi, Alice, avec tous les autres membres. On est côte à côte pour aider les personnes et pour promouvoir la paix. Chacun de nous est un messager de sa propre identité, mais indépendamment de cette identité. Chacun de nous est un messager. Donc, je m'adresse à chacun de vous. Sortez de cette salle et demandez à vous aussi comment je peux vivre en paix, qu'est-ce que je peux faire pour vivre en paix avec mon voisin, mon ami, mon frère, comment je peux vivre en paix avec toutes les personnes qui sont différentes de moi, comment je peux découvrir le point commun qui me lie à cette personne. Nous, femmes, nous avons un rôle très décisif à jouer. La femme a une forte influence dans sa maison, dans son contexte. La femme, aujourd'hui, doit mettre son ego de côté pour parler en tant que nous. Les femmes ont et auront un impact important. Un autre exemple très simple, à Haïfa, il y a eu beaucoup de feux dans des villages arabes où le leadership était islamique et radical. Ils ont invité tous les habitants à Haïfa pour dormir chez nous quand la ville était menacée par le feu. Cela est un message pour dire que nous voulons et nous pouvons vivre ensemble. Nous sommes responsables de nos futurs, de notre avenir, indépendamment des extrémistes, de toutes les orientations, les centres culturels, les centres religieux, doivent regarder à l'autre comme une personne humaine. Chacune de ces personnes peut donner sa contribution pour une vie commune et pour la paix entre nous. Merci. Alissa aussi a quelque chose à ajouter. Nous vivons ces réalités tous les jours. Il ne faut jamais oublier que la guerre est un Moyen-Orient. Et les femmes doivent transmettre des mots-clés comme paix et vivre ensemble pour tous. Si vous voyez ce bracelet bleu, ce bracelet sert à nous rappeler tous les jours, quand nous sortons de nos maisons le matin, quand nous sommes au travail, que nous avons quelque chose à faire. Notre mission est la paix. Quand je l'enlèverai de mon bras, ça signifiera que la paix sera faite. Donc, je vous le donne et vous pouvez l'enlever seulement quand la paix se fera. Je suis très content de d'avoir pu profiter de ces expériences des femmes de ce mouvement, l'expérience de ces écoles catholiques pour l'Europe qui sont si contestées en patrie, parce que promouvoir des faits nouveaux, quelque chose de nouveau, pose un nouveau problème. Proposer un geste de paix dans une condition où c'est plus facile de se contenter du conflit, il est plus immédiat, plus pratique de se contenter de l'hostilité. Parce que le travail de la paix est un travail, un effort, un engagement. Et comme Alissa nous l'a rappelé maintenant, c'est le sens de ce bracelet. Se rappeler que tous les jours, on est de messagers pour la paix. Le fait d'avoir pu se rencontrer aujourd'hui et écouter ces différentes expériences est quelque chose de
très intéressant. J'étais touchée par Monseigneur Sudar. Il a dit que la raison, l'usage de la raison rend la paix possible. Voilà le cœur de cette activité éducative des écoles interethniques. Tout le monde peut être messager d'un langage nouveau de paix si chacun utilise sa raison. Cela permet une rencontre entre les personnes. Ces gestes sont possibles. Nous pouvons profiter de cette opportunité à ce meeting parce que tout le monde est impliqué pour contribuer à cette réalité, pour que cette réalité du meeting, cette occasion, puisse continuer dans le temps comme elle a survécu pendant 38 ans. C'est pour cela que nous demandons à tous un soutien économique pour pouvoir profiter encore de ces expériences. Vous trouverez dans des pavillons des kiosques donnés maintenant. Cet appel, cette invitation est la dernière chose que je veux vous dire pour conclure cette conférence. Je remercie nos invités pour leur message et je vous rappelle qu'on aura une session de questions-réponses avec le public, avec Alice et Gadir à 18h45 à l'espace Mur. Je vous souhaite une bonne journée et merci beaucoup pour votre présence ici. Merci. Si je puis, on a des musulmans ici, des juifs et des chrétiens à cette table. Nous pouvons rejoindre tout.